Tessa Maran a été accusée de porter un uniforme qu'elle n'avait pas mérité et on lui a ordonné de l'enlever immédiatement. Elle n'a pas discuté, elle a simplement déboutonné sa veste et a lentement relevé sa manche. La pièce est devenue silencieuse car l'encre ne ment pas. Gravé sur son bras, il y avait un tatouage brûlé, un poignard transperçant un drapeau déchiré avec le numéro D17 en dessous. Cette marque n'était portée que par 2 soldats, dont l'un était mort en 2018. L'autre était là, devant eux. Tessa, une femme de 41 ans de petite taille, aux cheveux noirs tirés en un chignon serré et aux yeux vifs qui semblaient tout voir mais ne disaient rien, travaillait tranquillement au service logistique. Ses tâches comprenaient la distribution de fournitures et d'équipements médicaux, le genre de travail qui faisait fonctionner la base mais passait inaperçu. Personne ne connaissait son passé, elle ne portait ni insigne ni nom, juste une veste militaire délavée, issue d'un équipement militaire usé, dépourvu de patch ou de marque d'identification. Pendant 3 ans, elle avait fait partie du décor, réapprovisionnant les fournitures médicales, organisant les demandes d'équipement, arrivant tôt et partant tard, ne parlant à personne. La plupart pensaient qu'elle était une civile contractuelle, peut-être une ancienne militaire ou simplement quelqu'un qui aimait les vêtements militaires. Un samedi matin, la base a organisé un exercice conjoint civil-militaire axé sur la coopération inter-organisation avec les forces de l'ordre local et le personnel en service actif. Tessa s'est portée volontaire pour un soutien logistique temporaire, ce qui n'avait rien d'inhabituel pour elle, elle le faisait tous les mois. Mais cette fois, quelqu'un a remarqué sa veste. Le lieutenant Mark Stevens, 24 ans, est tout juste sorti de l'école d'officier, un soldat qui suivait strictement les règles et attendait la même chose des autres, a désigné Tessa alors qu'elle transportait une boîte de fournitures à travers le terrain d'entraînement. « Excusez-moi, c'est un uniforme non autorisé. Vous n'avez pas le droit de le porter », a-t-il déclaré. Le sergent-chef Rodriguez a ri. « Où as-tu trouvé ce truc? Au PX ?» Stevens s'est approché, sa voix s'élevant. « Madame, cette veste est une propriété militaire. Si vous n'êtes pas en service, vous ne pouvez pas la porter. » Un petit cercle s'est formé. D'autres soldats, quelques civils, tous observant la scène. Le sergent-chef Williams est intervenu. « Nous avons besoin de voir une pièce d'identité. Cela pourrait être du vol de valeur. » Les accusations se sont accumulées, chacune plus forte que la précédente, chacune plus confiante d'avoir attrapé quelqu'un qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Tessa est restée parfaitement immobile, ne discutant pas, ne se défendant pas, n'essayant pas d'expliquer. Elle a simplement écouté. Son visage ne montrait aucune émotion, aucune colère, aucune gêne, juste de la patience, comme si elle avait déjà vécu cela. Le lieutenant Stevens a élevé la voix. « Enlevez la veste, c'est un ordre direct. Nous devons obtenir vos informations et vous verbaliser. » La foule s'est pressée, les téléphones ont commencé à sortir. Cela pourrait devenir viral pour de mauvaises raisons. Tessa a posé la boîte de fournitures qu'elle portait, lentement et délibérément, puis a tendu la main vers la fermeture éclair de sa veste. Le silence est tombé. Le silence ne signifie pas toujours la culpabilité. Parfois, cela signifie le respect. Le sergent-chef Jackson, le coordinateur logistique, a traversé la foule. « Quel est le problème ?» Stevens s'est tourné vers lui. « Monsieur, cette civile porte un équipement militaire non autorisé. Nous enquêtons. » Jackson a regardé Tessa. Il avait travaillé avec elle pendant 3 ans. Il n'y avait jamais eu de problème. Personne n'avait remis en question son passé. « Madame, a-t-il dit officiellement, si vous n'êtes pas en service actif, les règlements militaires interdisent de porter cet uniforme. J'ai besoin de voir une pièce d'identité. » Tessa a hoché lentement la tête, a déboutonné la veste délavée et l'a laissée tomber sur le sol. En dessous, il y avait un simple t-shirt vert, rien de spécial, rien qui ne la marquerait comme militaire ou civile. Mais ensuite, elle a fait quelque chose qui a fait se pencher tout le monde en avant. Elle a soigneusement retroussé sa manche gauche, pas rapidement, pas de manière dramatique, mais méthodiquement, comme si elle révélait quelque chose de sacré. Et là, sur son biceps gauche, se trouvait un tatouage différent de tout ce que la plupart d'entre eux avaient jamais vu. Il était grossier, laid, comme brûlé, endommagé par le feu et la chaleur. L'image était à peine reconnaissable. Un poignard de combat transperçant un drapeau américain déchiré, en dessous duquel, en police militaire, était écrit D17, Delta 17. La foule est devenue silencieuse. On pouvait entendre le vent dans les arbres, un grésillement de radio au loin,
et le son de battements de cœur accélérés. Le lieutenant Stevens a fixé le tatouage. Delta 17, ce n'est pas une désignation d'unité réelle, a-t-il dit. La voix du sergent Rodriguez est tombée dans un murmure. Non, c'est l'unité qu'ils ont perdue dans le secteur LN. Incendie. Tout a brûlé. Opération classifiée. Le sergent-chef Jackson a senti son cœur se serrer. Il avait entendu les histoires, des chuchotements au club des sous-officiers après trop de bière, à propos d'une unité logistique qui avait été envahie, à propos de soldats qui étaient morts en défendant un dépôt de ravitaillement qui n'existait officiellement pas. Une voix plus âgée a brisé le silence. La colonelle Patricia Hayes est sortie de la zone d'observation. Avec 28 ans de service, elle avait observé la confrontation de loin. Cette ancre, a-t-elle dit lentement en regardant le bras de Tessa, n'était portée que par 2 personnes autorisées à le faire. La foule s'est rapprochée. Le commandant de l'unité et le médecin de l'unité, a poursuivi Hayes. Le commandant est mort lors de l'incident du secteur LN en 2018. Il a reçu à titre posthume la Bronze Star. Elle a regardé directement Tessa. Alors vous êtes... Tessa a soutenu son regard, sa voix calme mais claire. Sergent-chef Tessa Maran. Delta 17. Soutien médical. Présumé tué au combat, le 15 mars 2018. Ces mots ont frappé la foule comme un coup physique. Stevens a balbutié. Mais le rapport disait que tout le monde était mort, toute l'unité a été anéantie. La voix de Tessa est restée stable. Je n'ai pas disparu. Je suis restée silencieuse parce que personne ne voulait se souvenir de ce que nous avons dû faire là-bas. Elle a examiné les visages qui la regardaient, de jeunes visages qui n'avaient jamais vu de vrai combat, des visages qui n'avaient pas eu à prendre les décisions qu'elle avait prises. Ce tatouage, a-t-elle poursuivi, nous a été donné avant notre dernière mission. Une marque de loyauté envers l'unité, envers les uns les autres et envers la mission. Sa voix s'est adoucie. 7 d'entre nous sont entrés là-bas. Je suis la seule à être sortie. Le silence est tombé. Personne ne savait quoi dire. Personne ne savait comment réagir au fantôme qui venait de se révéler. La colonelle Hayes s'est avancée. « Sergent Maran, pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté ? Pourquoi n'avez-vous pas rétabli votre dossier militaire ?» Tessa a regardé le tatouage, l'encre brûlée qui avait survécu au feu et à la douleur. « Des années de silence, a-t-elle dit, parce que ceux qui n'ont pas survécu portaient la même marque. Je n'avais pas besoin d'un défilé pour me souvenir d'eux. J'avais juste besoin de continuer à servir. » Le feu ne l'avait pas effacé, il l'avait gravé. La colonelle Hayes a ordonné à la foule de se disperser, mais les rumeurs se propageaient déjà à travers la base. Des publications sur les réseaux sociaux ont émergé, des messages ont été transmis. Le soir, tout le monde connaissait le nom de Tessa Maran, et progressivement, la véritable histoire de Delta 17 a commencé à se dévoiler. Delta 17 était une opération logistique classifiée dans le secteur LN, un dépôt de ravitaillement avancé soutenant des opérations spéciales en territoire hostile. 7 soldats étaient isolés, coupés de la communication normale, responsables du maintien des armes, des munitions, des fournitures médicales et de l'équipement de communication pour des unités qui n'existaient officiellement pas. L'attaque a eu lieu à l'aube du 15 mars 2018, une erreur de renseignement, une brèche de sécurité, quelqu'un avait révélé leur emplacement. 47 combattants ennemis, roquettes, tirs de mortier, armes légères venant de 3 directions. Le dépôt était conçu pour un abandon rapide en cas d'invasion. Le protocole standard prévoyait la destruction des matériaux classifiés et l'évacuation. Mais à l'intérieur se trouvaient des hommes et des femmes blessés amenés pendant la nuit qui ne pouvaient pas être déplacés. Tessa était le médecin de l'unité, sergent-chef Maran, 29 ans, 50 services. Elle a pris une décision pendant que les autres se préparaient. L'évacuation a continué et Tessa est restée avec les blessés, les maintenant en vie et stables. L'ennemi a franchi le périmètre. Le commandant de Tessa, le capitaine David Kim, est mort en défendant le bâtiment principal. 6 soldats sont morts dans les 15 premières minutes. Tessa est restée seule avec 7 soldats blessés qui ne pouvaient pas marcher, ne pouvaient pas se battre, et mourraient si elle les laissait. Pendant 3 heures, elle a tenu le poste médical, utilisant toutes les armes disponibles, se déplaçant de fenêtre en fenêtre, repoussant l'ennemi. Quand elle a manqué de munitions, elle a pris une autre décision. Le dépôt de carburant était à côté du poste médical. Des milliers de gallons de carburant pour avion, assez pour détruire tout le complexe. Tessa a fabriqué un engin explosif improvisé.
à régler une minuterie et à charger les blessés dans le seul véhicule restant. Elle avait 2 minutes pour les amener au point d'extraction. L'explosion était visible à 15 miles. Les rapports officiels ont affirmé que tout le personnel était mort dans l'explosion. L'ennemi a été mis en déroute. La mission classifiée. Mais Tessa a survécu. Avec de graves brûlures au bras gauche et au dos, une perte auditive temporaire et des lésions des cordes vocales, dues à l'inhalation de fumée. Elle a été évacuée vers un hôpital de campagne, sous un nom fictif, pendant plusieurs mois. Le personnel médical pensait qu'elle était une entrepreneuse locale, blessée dans l'explosion. Au moment où son identité a été établie, l'incident de Delta 17 avait été classifié et archivé dans des dossiers que la plupart n'auraient jamais consultés. Les commandants lui ont offert des options. Invalidité totale, retraite, une libération honorable pour raison médicale, une nouvelle affectation avec un dossier de service vierge, elle les a toutes refusées. « Je veux rester », a-t-elle dit au comité d'examen, mais pas en tant que sergent-chef Maran. Cette personne est morte avec mon unité. On lui a offert un poste en logistique, sans grade ni dossier officiel, juste un travail qui lui permettait de servir sans reconnaissance. Elle a accepté. Pendant 7 ans, elle a travaillé tranquillement, traitant les demandes de fournitures, gérant les stocks, faisant fonctionner la machine. Personne n'a posé de questions sur son passé, personne n'a remis en question son autorité. Elle était juste là. Jusqu'à ce qu'un samedi matin, de jeunes soldats décident de faire des histoires à propos de sa veste. Le lieutenant Stevens l'a trouvée ce soir-là, dans l'entrepôt logistique, toujours en train de travailler. « Sergent, je veux dire, madame, je vous dois des excuses », a-t-il dit. Tessa a levé les yeux de son registre. « Non, vous n'en devez pas. Vous faisiez votre travail. » Stevens a poursuivi. « Mais je vous ai accusé de porter un uniforme que vous ne pensiez pas mériter. » Elle a posé le presse-papier sur le bureau. « Vous aviez raison de poser des questions. C'est ce que font les bons soldats. » Stevens a trébuché. « Mais vous avez sauvé ces soldats. Vous êtes une héroïne. » La voix de Tessa était ferme. « Non, je suis une survivante. Il y a une différence. » Elle a montré son tatouage. « Les héros ne reviennent pas seuls. » Le lendemain, une petite plaque est apparue sur le bureau de Tessa. « Delta, n'oublie pas. » Et maintenant, nous non plus. Le département logistique a été discrètement renommé, sans cérémonie, sans annonce, juste une petite pancarte près de la porte. Le département, en l'honneur de ceux qui servent en silence. Elle n'a pas demandé de reconnaissance, seulement d'être laissée en paix. Dans les semaines qui ont suivi, tout a changé, et pourtant tout est resté le même. Tessa a continué à travailler en logistique, les mêmes heures, les mêmes tâches, la même efficacité, tranquille. Mais maintenant, quand elle traversait la base, les gens la regardaient différemment. Non pas comme une civile contractuelle discrète, non pas comme une femme en veste militaire, mais comme le sergent-chef Tessa Maran, survivante de Delta 17. Elle n'a plus jamais porté la veste militaire en public, mais sa manche gauche, celle qui révélait son tatouage brûlé, était toujours retroussée quand elle travaillait, un rappel non pas de son service, mais de ceux qui n'étaient pas rentrés à la maison. La soldate de première classe Maria Santos était nouvelle sur la base, 18 ans. Sa première affectation après la formation de base. Un après-midi, elle a trouvé Tessa dans l'entrepôt, organisant des fournitures médicales. « Madame » a demandé Santos timidement. « Puis-je poser une question ?» Tessa a levé les yeux. « Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» L'incendie dans le secteur Hélène. C'était vraiment aussi grave qu'on le dit ? Tessa est restée silencieuse pendant un long moment, puis a hoché la tête une fois. « Mais ce n'est pas les flammes qui sont restées avec moi, » a-t-elle dit doucement. « C'est le silence après. » Santos n'a pas compris. « Qu'entendez-vous par silence ? Quand vous perdez des gens, que vous les perdez vraiment, » a expliqué Tessa, le monde devient plus silencieux. Leurs voix disparaissent, leurs rires s'évanouissent, les choses qu'ils auraient pu dire, les blagues qu'ils auraient pu raconter, tout est parti. Tessa a touché son tatouage, l'encre est brûlée, endommagée, mais elle est toujours là, leur mémoire aussi. Regrettez-vous d'être restée silencieuse toutes ces années ? Tessa y a réfléchi. Je regrette qu'il ait fallu que quelqu'un mette en doute mon droit de porter cette veste pour que leur histoire soit racontée. Ils méritaient plus que mon silence. Un mois plus tard, un petit mémorial a été inauguré près de la chapelle de la base. 7 noms, 7 visages, 7 soldats qui sont morts dans une opération qui n'a officiellement jamais eu lieu. En dessous, une simple inscription. Ils ont servi en silence, ils sont morts avec honneur, on se souvient d'eux. Tessa a assisté à la cérémonie de dédicace, debout à l'arrière, ne disant rien.
Mais lorsque les noms ont été lus, et que le nom du capitaine David Kim a été appelé, elle a rendu un salut militaire, net, précis et respectueux, le même salut qu'elle avait attendu 7 ans pour donner. Après la cérémonie, la colonel Hayes s'est approchée d'elle. « Sergent Marant, envisageriez-vous de revenir au service actif, avec votre grade entièrement rétabli ?» Tessa a secoué la tête. « Je suis exactement là où je dois être, madame. » Elle a regardé le mémorial. Quelqu'un doit se souvenir d'eux. Quelqu'un doit garder leur histoire en vie. Et quelqu'un doit s'assurer que les fournitures continuent d'arriver. Sans reconnaissance, sans fanfare. Hayes a compris. Comme Delta 17. Elle n'avait pas besoin de grade. Elle portait la mémoire. Certains servent sans applaudissements. Certains se brûlent et choisissent de ne plus se montrer. Mais parfois, les cicatrices qu'ils portent parlent plus fort que n'importe quel uniforme ou grade. Tessa Marin n'avait pas besoin de médaille, pas besoin de défilé, pas besoin de son nom sur une plaque ou de son histoire dans un livre d'histoire. Elle avait besoin que son silence ait un sens. Et lorsque son droit de servir a été remis en question, elle n'a pas discuté, n'a pas crié, n'a pas exigé de reconnaissance. Elle a simplement retroussé sa manche. Parce que certaines vérités n'ont pas besoin de mots. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées. Certains héros n'ont pas besoin de reconnaissance. Ils ont juste besoin d'être autorisés à faire ce que les héros font. Servir, protéger, se souvenir. Les jeunes soldats qui l'ont interrogé ce jour-là ont appris quelque chose de plus précieux que les règlements militaires. Ils ont appris que l'héroïsme ne porte pas toujours le bon uniforme, que le service n'est pas toujours accompagné des bons papiers, que parfois les personnes les plus importantes sont celles que l'on ne remarque jamais avant qu'elles ne soient nécessaires. Le tatouage de Tessa racontait une histoire que 7 années de silence n'avaient pas pu effacer, une histoire de sacrifice, de perte, de choix de porter le fardeau de la mémoire plutôt que de la gloire, de survie. Dans un monde qui exige de la reconnaissance pour chaque acte de service, elle a choisi l'invisibilité. Dans une culture qui célèbre la réussite individuelle, elle a choisi la mémoire collective. Elle portait sa cicatrice non pas comme un insigne d'honneur, mais comme une promesse silencieuse, une promesse aux soldats qui ne reviendraient jamais à la maison, une promesse que leur sacrifice ne serait jamais oublié, même si leur histoire n'était jamais racontée.